Avant toute chose, et même avant de vous dire bonjour, je tiens à vous dire merci. Vraiment, du fond du cœur, merci. Vos encouragements, vos posts et vos MP sur les groupes en ligne, vos commentaires sur YouTube, les échanges que je peux avoir en visio avec certains d'entre vous, l'enrichissement que vous m'apportez par nos connaissances croisées, votre bienveillance en général, en retour de mes petites vidéos amateurs sans prétention visuelle et à la bande son hésitante et régulière, et je ne parlerai même pas du montage, franchement je suis très touché. En 3 semaines, et avec des sujets comme Piri Reis, déjà tellement traité par ailleurs, Ptolémée, qui est un sujet pas forcément des plus festifs, ou encore les oiseaux d'Autun et le traitement de l'info sur la réversibilité temporelle, qui peut paraître un peu perché, la Gaule versus la France, où je pousse un peu loin la réflexion, bref, tous ces sujets que j'aborde et sur lesquels vous rebondissez avec beaucoup d'attention et d'affection, sincèrement, je vous suis très reconnaissant pour tous vos retours. Voilà, ça peut paraître un peu bébête de ma part de vous envoyer ce message bonbon sucré, mais bon, je suis comme ça, je suis sensible à votre présence, alors juste merci. Bonjour à chacune et à chacun, et bienvenue sur cette vidéo numéro 4 où je suis ravi de vous retrouver dans le terrier du lapin, terrier où maintenant nous sommes un peu en famille avec certains d'entre vous, et où je me fais un plaisir d'accueillir les nouveaux arrivants. Alors dans cette galerie du terrier, il sera question d'art, ou plus exactement, comme demandé dans la présentation, de l'art ou de l'arnaque. Alors pourquoi ce titre ? Pour moi, tout a commencé doucement, en découvrant et contemplant les peintures du Fayoum, où je me suis demandé, l'ancien, le récent, il me serait bien difficile de distinguer l'époque au vu de l'aboutissement de ces peintures. De fait, la boîte à réfléchir s'est mise à mouliner sur l'ancien, le récent, le vrai, le faux, bref, tous ces sujets que l'on a déjà pu commencer à entreapercevoir dans les vidéos précédentes. Et 2 premières réflexions ont émergé. La première, chronologiquement, dans la peinture, il est surprenant de constater à quel point on a perdu la main, si je puis dire, durant des siècles qui ont suivi l'art grec puis l'art romain, avant de retrouver ses savoirs et connaissances au moment de la Renaissance. Donc un tour de presque 1000 ans, similairement à tant de thématiques, pour ne pas dire à toutes les thématiques, comme on ne peut que le constater au fur et à mesure des différents sujets abordés dans les vidéos du terrier du lapin. Deuxièmement, dans de nombreux domaines, mais dans l'art en particulier, il est tellement vérifiable que les faux, les arnaques, sont plus que régulières et récurrentes. Je ne vais pas établir un catalogue, mais des chefs-d'œuvre artistiques au palimpseste, c'est-à-dire ces manuscrits en parchemin écrits, grattés puis réécrits entre le 7e et le 12e siècle, qui, convenons-en, reste la période où il est le plus difficile de retrouver de l'information fiable, en passant par les infos officielles du monde des dirigeants à celui des contrefaçons de la moindre marque connue, l'actualité nous en sert sa dose quotidienne, suffit de se tenir informé. En regardant et écoutant les vidéos précédentes du terrier des lapins aussi, par exemple. Mais là, nous allons nous focaliser sur l'art en examinant quelques sujets différents. Et c'est parti. Donc, comme je le disais, en ce qui concerne l'art, tout a commencé avec la peinture en regardant les portraits du Fayoum. Géographiquement, le Fayoum, le voici sur la carte. Et en ce qui concerne les portraits du Fayoum, si vous ne connaissez pas, je vous en reposte quelques exemplaires. Officiellement, maintenant vous savez tous ce que j'entends par officiellement, et si vous ne savez pas, consultez le début de la vidéo numéro 1 ou celui de la numéro 2. Donc officiellement et historiquement, nous en savons ceci. Les portraits du Fayoum sont un ensemble de peintures remontant à l'Égypte romaine, exécutées du 1er siècle, à partir de la fin du règne de l'empereur romain Tibère, jusqu'au 4e siècle. Ce sont des portraits funéraires, peints, insérés dans des bandelettes au niveau du visage de la momie. Le défunt est représenté en buste, le visage de face. Les découvertes sont nombreuses au 19e siècle, collection d'Henri Salt, qui est un artiste diplomate et égyptologue, et Théodore Graff, qui lui est antiquaire. Mais les premières fouilles n'ont lieu qu'à partir de 1888 à Awara, en Égypte, sous la direction de l'archéologue britannique Flinders Petrie, très connu et qui est professeur d'égyptologie à l'University College de Londres. La dénomination de portrait du Fayoum se rapporte à un type d'abord trouvé dans le Fayoum, mais dont on a découvert des exemplaires provenant de toute l'Égypte. En archéologie et en histoire de l'art, on utilise l'appellation portrait du Fayoum par commodité et entre guillemets. Alors, premier arrêt. Pas de paranoïa, mais tout de même, les portraits de face, même au 1er siècle en Égypte, à part les portraits du Fayoum, sinon, on ne trouve que des personnages de profil, silhouettés, et non pas détaillés. Et, petit aparté, sur les fresques, puisque les portraits n'en existent pas à part ceux du Fayoum, tous les personnages ont la particularité d'avoir de grands pieds. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais ils chaussent tous, hommes comme femmes, au moins du 45. Et inlassablement, ils restent légèrement vêtus, comme on l'a déjà vu ultérieurement. Ensuite, les premiers découvreurs, dont on sait maintenant depuis la vidéo précédente que l'appellation officielle, celle du dictionnaire, est inventeur et non pas découvreur. Donc, ces inventeurs-découvreurs sont 2, un artiste et un antiquaire. Deux métiers intéressants en ce qui concerne la peinture. Et qu'il aura fallu attendre la fin du 19e siècle pour que l'on remarque que ces portraits, on ne peut plus extraordinaires. Soit entre 15 à 18 siècles sans que personne ne soupçonne ou ne trouve ces splendeurs, quand on sait le nombre de pilleurs en général et de pilleurs de momies en particulier qui ont sévi tout le long de l'histoire, et particulièrement en Égypte. Sans compter qu'entre la découverte
de la première partie du XIXe siècle et les fouilles de la fin du XIXe siècle, il s'est passé presque un demi-siècle. Pour ce qui est de l'artiste, Henri Salt, rien qu'en consultant la description qui se trouve devant vous, ça en dit long sur l'ambiance compétitive et pas forcément très saine et sereine qui régnait à l'époque chez les égyptologues officiels, entre guillemets. Je vous laisse apprécier ces extraits de texte. Sans compter qu'après le Fayoum, des portraits sur momies, on en découvre dans toute l'Égypte. Alors pour moi, ce sera un deuxième sans plus de commentaires. Je stoppe pour l'instant sur ce sujet et j'enchaîne pour les tout novices en peinture et histoire de la peinture. Alors sachez que pour l'après Jésus-Christ, on ne trouve quasiment pas de peinture pour les premiers siècles romains en Italie. En voici une qui provient de Macédoine, au nord de la Grèce, qui est datée du 4e ou 5e siècle. Mais je n'ai rien pour Rome, hormis deux références, donc le Fayoum, mais qui se situe en Égypte, et Pompéi. Là, on est en Italie. Sinon, pour le peu de peintures autres et existantes, il s'agit de peintures découvertes dans des tombes de la Grèce antique, donc de l'avant Jésus-Christ, et qui souvent ont été restaurées, puisque, comme dit sur l'article, les traces de peinture subsistant sur les sculptures et les décors architecturaux permettent de se représenter avec les techniques habituelles l'effet de la peinture sur les volumes dans l'Antiquité. Mais cette approche est encore expérimentale sur quelques exemplaires étudiés en laboratoire. Cette étude implique l'histoire anthropologique, esthétique, sociale et religieuse du monde grec antique. Alors celle-ci est estimée entre le Xe et 1er siècle avant Jésus-Christ et est grecque. C'est une peinture provenant de la tombe de Hagios Athanasios. Donc difficile de se faire un avis objectif puisqu'il y a eu restauration et comme des peintures en bon état, il n'y en a presque pas, à la quasi-exception de Pompéi, soit officiellement entre guillemets 79 avant Jésus-Christ, il est difficile de se faire un avis. Je vais revenir dans un instant sur le pourquoi du entre guillemets à propos de Pompéi. Pour les débuts de l'après Jésus-Christ, nous avons des poteries décorées, des mosaïques, mais des fresques ou des tableaux non retouchés, difficile à trouver. Par contre, pour les mosaïques, il y a ce qu'il faut. 4e siècle, villa romaine de Nénig, mais c'est en Allemagne. 5e siècle, Carthage, donc en Tunisie. Ça c'est bien car c'est du 2e siècle, mais c'est Tunis, donc Tunisie également. Sinon, en 4e siècle, nous avons de l'espagnol, puisque celle-ci provient de la Casa de Baco à Complutum, aujourd'hui Alcalá de Henares, à côté de Madrid. Donc pour Rome et l'Italie en général, même en mosaïque, dur de trouver si l'on accepte Pompéi. Pourtant, l'Empire romain, au départ, c'est Rome. Et Rome est supposé être la référence, le lieu central d'où tout émerge. Alors à ce stade, pour ce qui est de la peinture en portrait et dans un style dit de chevalet, nous sommes toujours soit au Fayoum, ainsi qu'à la totalité de l'Égypte, ou à Pompéi. Ailleurs, rien. En parlant d'Égypte, un détail. Nous avons des masques funéraires, à l'exemple de celui de Toutankhamon, découvert en 1928 et qui daterait des environs de moins 1327, date de la mort de Toutankhamon. Et oui, on est précis sur la date de sa mort. Moins 1327, ça nous fait plus de 3300 ans en arrière, c'est-à-dire la 18e dynastie. Et comme on vient d'en parler, à cette époque, et durant très longtemps après encore, les Égyptiens ne peignent que des bonhommes de profil. Notez à nouveau la grandeur des pieds et les tenues légères. Oui, je sais, je focalise. Et c'est moi où la différence de talent entre les sculpteurs et les peintres de cette époque, c'est vraiment un écart énormissime. Par contre, vous allez me dire, entre moins 1327 et le 1er siècle, les Égyptiens ont progressé. Alors voici un linceul daté du 2e siècle, et tout comme moi, vous pouvez découvrir qu'entre le personnage du Fayoum au milieu, qui paraît rajouté d'ailleurs, mais ça c'est juste une remarque personnelle et sans preuve, et celui de gauche, qui officiellement est peint en même temps, comment dire, soit l'artiste a commencé le portrait de gauche à 9 ans, puis a attendu au moins une dizaine d'années avant de peindre celui du centre, soit je ne sais pas. Je ne commande pas, je vous laisse apprécier. Précisant juste que le personnage de gauche est tout de même censé représenter un dieu, et pas n'importe quel dieu, puisqu'il s'agit du patron, c'est Osiris himself. Tiens, pour se détendre, oui, je sais, ça c'est facile. Allez, je reviens maintenant sur le officiellement Pompéi en 79, entre guillemets, comme ça je serai tranquille avec cette comparaison picturale entre les quasi deux seuls témoins d'une même époque, puisque Pompéi c'est le 1er siècle, et les portraits du Fayoum commencent au 1er siècle et s'étaleront jusqu'au 4e siècle. Donc une chronologie historique logique. Alors tout ce passage qui va concerner Pompéi, je le dois pour l'essentiel à la vidéo Chronologie 2.0, que je remercie sincèrement pour son travail. Entre 18 minutes 30 et 33 minutes 20, le documentaire est consacré à Pompéi, et vraiment je vous conseille au moins ce sujet. Je résume ces 15 minutes de vidéo. Alors tout le monde sait que Pompéi est une ville romaine qui a été ensevelie par les sédiments volcaniques du Vésuve en 79 de notre ère. En 1748, pour la première fois, et grâce à l'écrin protecteur provoqué par cet ensevelissement, la totalité de la ville de Pompéi et de son contenu furent mises à jour. Donc, on redécouvrit
1669 ans après la catastrophe, une ville entière stoppée sur un instantané comme une pause infinie. Il devenait possible pour tous les historiens du monde, mais également pour tous les corps de métier se rattachant de près ou de loin à l'histoire, de visualiser l'Antiquité romaine sans qu'aucune pollution ne soit venue déranger, affecter ces lieux depuis plus d'un millénaire et demi. Seulement voilà, il existe un problème de taille et même de grosse taille. En visionnant Chronologie 2.0, j'ai découvert un fait que j'ignorais et qui remet tout en question. Regardez par vous-même. Oui, c'est Pompéi, mais sur une carte de 1608. Mais comment expliquer qu'en 1570 ou encore 1608, Pompéi apparaisse sur les cartes, puisque la ville avait disparu au 1er siècle et que 1570, c'est plus de 150 ans après la découverte de 1748. Alors la réponse qui vient logiquement est de se dire que même ensevelie, on savait où elle se trouvait, qu'il existait des informations écrites de l'époque où la catastrophe a eu lieu. Alors j'ai cherché les preuves de la disparition de Pompéi en 79. En fait, il ne serait fait référence à l'éruption du Vésuve que dans 2 lettres de Pline le Jeune, qui a pu constater l'éruption mais à distance, à plus de 55 km. Alors je cite. Le jeune Pline n'assista donc pas directement à la catastrophe, mais observa les phénomènes depuis le cap Misène, à l'extrémité nord de la baie de Naples, où il résidait avec son père adoptif. Alors je rajouterai qu'à ma connaissance, qu'à l'exception de ces 2 lettres, personne d'autre ne fait référence à cette éruption. De plus, Pompéi n'est pas nominativement cité, mais possible que je ne dispose pas de toutes les informations concernant ces 2 lettres. Donc à examiner de plus près. Toujours est-il que l'on a eu connaissance de l'emplacement exact de Pompéi qu'en 1748. Ensuite, pour ne pas avaler tout cru ce que me proposait la vidéo à propos des cartes où l'on voit Pompéi avant sa découverte, évidemment j'ai commencé par chercher en tapant « carte d'Italie de 1608 ». J'en ai trouvé une de 1606, mais le zoom ne suffisait pas, je n'ai pas pu vérifier si Pompéi apparaissait. Puis j'ai tapé carte Italie 1570 pour retrouver une de celles affichées sur la vidéo de Chronologie 2.0, et voilà, une carte d'Ortelius datée de 1570. Sur son agrandissement, nous avons bien Pompéi, mais placé sur le côté du Vésuve et non pas en dessous du Vésuve. Toutefois, c'est le XVIe siècle et nous avons pu constater sur les cartes de la vidéo numéro 3 que les localisations exactes des villes jusqu'au XVIIIe siècle c'était un peu approximatif, ce qui peut se comprendre suite au cirque que nous avons pu constater dans les vidéos 1 et 2 à propos des longitudes, et ce jusqu'à ce grand siècle que fut le XVIIIe siècle. Ce qui reste important ici, c'est tout de même que la ville de Pompéi soit indiquée sur une carte et à proximité du Vésuve, et plus de 150 ans avant sa découverte. Sachant qu'a priori, le seul auteur à faire référence à l'éruption du Vésuve ne précise pas les noms des villes. Je vous laisse en conclure ce que vous souhaitez. Mais pour moi, piqué au vif et de nouveau à fond sur les cartes, je suis allé vérifier par moi-même, direction la Bibliothèque nationale de France, et voilà le résultat. Pour ce qui est des cartes datées d'avant le XVIIe siècle, dans la section Italie, j'ai trouvé celle-ci. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'auteur. Par contre, nous avons un éditeur, mais sur une date qui n'en est pas une, puisqu'il s'agit d'une référence sur un siècle, en l'occurrence le XVIe. Alors que l'éditeur, pétri de nobilibus, aurait vécu entre 1540 et 1577. Pas très précis la BNF sur ce coup-là. Et petite particularité, sur cette carte qui aurait pu nous renseigner, justement, sur l'emplacement de Pompéi, eh bien, la carte a été coupée. Sur l'agrandissement, c'est net. Le texte est littéralement scalpé, et sur la partie cartographiée, la coupure est pile poil au pied du Vésuve, juste avant les villes qui concerneraient l'ensevelissement. Dommage, mais on ne va pas se décourager dès le début. Là, nous avons une carte datée, 1703-1722, donc impec. Mais voici l'agrandissement. Et oui, comme le montre le dessin, juste à l'endroit nécessaire, et nulle part ailleurs sur la carte, on s'aperçoit qu'une coupure a eu lieu, puisque le dessin déborde du cadre juste sur cette partie. Allez, on continue. Celle-ci, j'étais content car c'est le golfe de Naples, mais pas de Pompéi à l'horizon. Sauf si, en agrandissant, on peut se demander ce qui a été gratté ici. Ça peut être Pompéi avec 2 i, ce qui n'aurait rien d'étonnant puisque c'est la forme latine de l'écriture de Pompéi. Et en plus, c'est juste la bonne place, comme ça se prouve ici. Mais le grattage, pour ne pas dire le palimpseste, pas assez net pour une certitude. Bon, à ce stade, j'ai compris que ça ne servait à rien, la très officielle Bibliothèque nationale de France ne pouvait pas m'être utile sur ce coup-là. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, malgré des heures de recherche, quand ça veut pas faire, ça veut pas faire. Par contre, que de coïncidences qui jouent contre la recherche. Sinon, assez régulièrement, quand ça paraît ancien et ciblé sur le sujet recherché, il n'y a pas de date, pas d'éditeur, comme vous pouvez le constater. Et je vous pose un agrandissement, et bien évidemment, des cartes dans ce cas, il y en a plein. Alors que généralement, sur une carte, l'auteur apparaît ou est référencé dans un cartouche, tout comme, de la même façon, l'éditeur est connu. Bref, bien surprenant tout ça.
Et des cartes où Pompéi est localisé, il en existe d'autres et dessinées par d'autres cartographes, mais je n'ai jamais pu recouper ces infos par au moins 2 sites considérés officiels ou encore sourcer ces infos sur des sites académiquement reconnus. Donc je vous laisse effectuer vos propres recherches, visionner ce que propose Chronologie 2.0 ou, tout comme je l'ai fait, retourner sur la section cartes de la BNF, soit gallica.bnf.fr, comme déjà vu dans la vidéo numéro 3. Pour ce qui est de moi, je me suis rendu sur les 2 bibliothèques nationales d'Italie, Rome et Florence. Alors Rome. A priori, c'est super plein de références et différentes cartes dès le XVe siècle. Seul problème, rien en ligne. Essayez, vous verrez, il n'y a pas de lien, il faut se rendre sur place. Ou alors en payant une carte d'abonné, mais même dans ce cas, on ne sait pas ce à quoi on a le droit. Ça c'est ballot, non? Donc, je suis parti à Florence. Alors pour vous, je ne sais pas, mais alors pour moi, ça a été un parcours du combattant. Pour commencer, des messages d'erreur de tous les genres, des pertes de réseau et même un message d'horloge en avance. J'ai essayé sur différents ordis chez des amis et à chaque fois la même chose. J'ai reconfiguré un ordi et, miracle, le dieu de la chronologie historique était avec moi, je suis rentré. Mais le dieu de la chronologie historique, lui, il est resté dehors. Et oui, des documents, il en existe, mais des cartes, je n'en ai pas trouvé. Mais c'est peut-être moi qui n'ai pas su chercher correctement. Toujours est-il que la seule chose que j'ai trouvée, c'est que l'on pouvait faire des dons d'objets, sauf que, je cite, « la méthode de soumission en ligne n'est pas disponible actuellement ». Paraît que c'est à cause du virus Covid, comme j'ai pu le lire sur la page d'accueil du site. Même si le rapport entre un virus humain et un virus informatique, perso, je reste un peu perplexe. Peut-être un jour, hein, mais pour l'instant, enfin bref. Alors j'ai même essayé la Bibliothèque nationale et universitaire de Turin. Ben, s'il y a des cartes, elles sont bien planquées parce que moi, j'ai bien trouvé, en demandant des cartes d'Italie, un tas de références de manuscrits, de livres de géographie et de cartes de tout un tas de sujets, mais des cartes géographiques, ben non. J'ai réfléchi et bingo, je me suis rendu sur europeana.eu, le site du patrimoine culturel européen. Qui dit mieux? Et là, il y a une section cartes géographiques. Je m'y suis rendu, j'ai demandé les cartes d'Italie, et voilà le résultat, je vous laisse observer. Si vous aimez les vieux manuscrits, vous allez être ravis, mais si vous souhaitez visionner des cartes, eh ben non. De fait, une question se pose. Comment se fait-il qu'il y ait autant de pas de chance dans la recherche? Peut-être que la réponse se situe dans la suite de la vidéo de Chronologie 2.0. Alors, c'est reparti. Le Vésuve, connu de multiples éruptions, est particulièrement une très dévastatrice qui eut lieu en 1631, comme le précise la plaque commémorative de 1635, qui nous parle de la destruction de Pompéi et Herculanum. Et s'il n'y avait que ça? Sur la vidéo citée, d'autres faits tendent à prouver, pour ne pas dire prouvent, que la destruction de Pompéi, ce n'est pas le 1er siècle, mais bel et bien le XVIIe siècle. Des documents du XVIIe siècle, qui attestent de la destruction des villes, dont Pompéi, des cartes, ça on vient d'en parler, des fenêtres en verre, alors ça c'est de la fabrication officiellement débutée au XVIe siècle, des outils chirurgicaux, dont le métal est resté intact malgré la chaleur volcanique et l'ensevelissement de plus de 1600 ans, et qui sont semblables à ceux utilisés au XVIIe siècle, mais surtout des restes de canalisation d'eau en plomb, dont la grande première date de l'installation pour les fontaines du parc du château de Versailles, autrement dit, au minimum, en 1631 et en France. Ensuite, nous avons la création d'un canal daté de 1600, qui, au lieu de tirer tout droit, fait un détour de plusieurs kilomètres pour passer justement par Pompéi. Officiellement, cité abandonnée et ensevelie depuis plus de 1500 ans. Enfin, certaines fresques ont non seulement gardé toute leur fraîcheur, en termes de couleur, mais la fournaise volcanique et les 1500 ans, malgré la fournaise volcanique et les 1500 ans écoulés, mais de plus, une notion qui, selon l'histoire de l'art, n'arrivera qu'au XVe siècle, c'est la perspective qui est là nettement visible sur certaines peintures. Tout comme certains tableaux de la Renaissance ressemblent étrangement à des fresques ornant Pompéi, à l'exemple des Trois Grâces. Et pourtant, la Renaissance, c'est pas la date où on a retrouvé Pompéi. Et pour finir, cerise sur le gâteau, ananas sur le gâteau, et plus exactement 2 ananas. Alors pour mémoire, l'importation de l'ananas en Europe date de la fin du XVe siècle, puisque c'est Christophe Colomb qui ramena les premiers de Guadeloupe en 1493. Juste pour le plaisir, vous avez remarqué, encore une fois, comme déjà notifié dans les vidéos précédentes, invariablement on retrouve les mêmes noms de lieux et ou de personnages, quel que soit le sujet traité. C'est fou quand même toutes ces coïncidences. Toutefois, comme vous pouvez le lire, officiellement ce ne peut pas être un ananas sur une fresque datant du 1er siècle, alors c'est devenu un cône de pin parasol. Ok,
Je vous laisse observer le cône de pin parasol et plus particulièrement les aiguilles du pin parasol. Et si vous trouvez que c'est identique à la représentation de feuilles visibles sur cette fresque de Pompéi, alors sincèrement, je me permets de prendre position et je vous dis, consultez un ophtalmo. Car tout comme les spécialistes qui ont monté des études pour arriver à cette conclusion, vous avez un problème de vue. Faut quand même être sacrément bien endoctriné ou bien payé ou les deux pour voir des aiguilles de pin sur cette fresque. Remarquez, je fais mon malin, mais il y a encore 10 ans en arrière, j'y aurais cru aussi, et sans me poser de questions, tellement j'aurais été incapable de remettre la parole des spécialistes en doute. Allez, pour le fun, un deuxième cône de pin, avec ses aiguilles, entre guillemets, et dans une coupe à fruits, logique, venue d'une mosaïque de Pompéi. Alors à ce stade, et même si moi je n'ai pas trouvé de carte de Pompéi, hormis celle où Pompéi n'est pas tout à fait à sa place et celle où il y a peut-être eu grattage, donc à ce stade, pouvons-nous encore hésiter énormément sur Pompéi en se demandant 1er siècle ou 17e siècle? Seulement voilà, si on accepte ce fait, la problématique devient énorme, car soit il faut repenser l'époque romaine, étant donné les fresques et autres objets qui ne peuvent pas dater d'avant au moins la deuxième partie du XVIe siècle, soit il faut reconnaître que la reconstitution entre guillemets de Pompéi est à l'origine un faux organisé par les découvreurs qui là mériteraient bien leur nom d'inventeurs. Car c'est aussi maintenant que devient intéressant les deux métiers de nos découvreurs. Souvenez-vous, nous avons un artiste et un antiquaire. Pour en revenir à notre sujet, comparer les portraits du Fayoum et de Pompéi, de références de sites, tant d'un point de vue technique qu'à propos du choix des modèles. Pour rappel, même similitude que l'on vient de constater avec les deux tableaux des Trois Grâces, par exemple, ben ça pose problème, non? Car sur ces tableaux, s'il n'y avait pas d'indication, vous diriez Fayoum ou Pompéi? Sachant que ces portraits, après le Fayoum, on en a retrouvé plein l'Égypte. Et qu'en Italie, à part à Pompéi, sinon ce type de portrait, on n'en a pas retrouvé. Sachant que l'Égypte fait partie de l'Empire romain. Alors Fayoum qui influence Pompéi, Pompéi qui influence Fayoum, un même artiste qui a créé du faux pour son ego et ou son portefeuille. Répondre avec assurance serait très présomptueux, mais dans les deux cas, si l'on ose sortir de l'éducation scolaire, l'éducation entre guillemets, car si j'osais, je dirais clairement endoctrinement au nom du roman national ou du roman de l'Église avec un grand E, comme vu dans la vidéo numéro 3. Donc si l'on ose être sans a priori, en ce qui concerne Pompéi, la probabilité, pour ne pas dire la quasi-assurance, que ce site daterait de l'éruption du Vésuve du XVIIe siècle et où serait l'œuvre du travail de faussaires est tout de même difficilement contestable. Mais il faut reconnaître que si faussaires il y a eu, cela demande beaucoup de monde et beaucoup de discrétion pour mettre au point un tel fake. Donc il me paraît plus raisonnable de penser au XVIIe siècle, même si de fait, l'histoire romaine, et par voie de conséquence, toute l'histoire de l'Antiquité et celle du Haut Moyen-Âge, je vais développer le pourquoi du Haut Moyen-Âge, qui est compris dans cette datation anachronique. Tout ça donc serait à repenser en termes de datation, de superposition et de supercherie. Mais reconnaissons que tout cela s'imbrique impeccablement, par contre, avec les différents sujets traités jusqu'ici par le terrier du lapin. Et ça commence quand même à représenter un sacré faisceau de preuves, tout ça. On continue. Archéologiquement, avant le XIIe siècle et ses tapisseries, telles que celles de Bayeux, on ne trouve presque rien en termes de peinture en Europe. Alors je parle de l'Europe car il existe un art des migrations, venu pour l'essentiel des Byzantins, et un art celte, mais côté peinture, pas grand-chose. Après la chute de Rome, c'est la grande période du christianisme et de l'art paléo-chrétien. Alors sur ce sujet, qui va aller jusqu'au 5e siècle, je vous laisse examiner les peintures depuis votre navigateur préféré, mais pour exemple, en voici une de peinture. Je pense que l'on peut dire sans trop s'avancer que nous sommes loin, et même très loin techniquement, des portraits du Fayoum. En référence, une autre peinture tirée d'une vidéo très politiquement correcte. Une fois encore, je vous laisse apprécier la technique. Allez, encore une pour le plaisir des yeux. Je stoppe là sur le paléo-chrétien jusqu'au 5e siècle, je pense qu'il n'y a pas besoin d'insister. Ensuite, il nous est dit que de nombreuses destructions eurent lieu avec un apogée au 8e siècle parce que tout ça, c'était iconoclaste. Alors l'iconoclasme devient même un courant de pensée d'ailleurs à cette époque. Irrespectueux vis-à-vis de Dieu. Et étant donné que l'art en général était religieux, par voie de conséquence, peu de représentations survécurent. À partir de 730, sous le pape Léon III, celui qui sacra Charlemagne, dont on a parlé dans la vidéo numéro 3, encore une fois, face à un hiatus, on retrouve les mêmes personnes et ou les mêmes lieux, le sacrilège dû à la représentation est à son apogée. Pas d'idolâtrie, comme pratiqué avec les anciens dieux païens, donc grand ménage, tout doit disparaître. L'iconoclasme sera condamné, deuxième concile de Nicée en 787, mais relancé au 9e siècle par le pape Léon V, où là, on termine de détruire ce qui avait échappé au 8e siècle. Après, on change de décor. On oublie l'Europe et tout se passera chez les Byzantins, comme vu avec Ptolémée.
C'est le temps de l'art byzantin qui se consacre à deux thèmes, le religieux et l'impérial. Il s'étalera du 5e siècle au 15e siècle. L'Europe ne réapparaîtra, artistiquement parlant, qu'avec la Renaissance. Officiellement, de la chute de l'Empire romain jusqu'au XIIe siècle, en Europe et dans quasiment tous les domaines, peu de traces d'activité, et comme on l'a vu au cours des vidéos précédentes, Clovis pas sûr, Charlemagne pas sûr, et les représentations de tout ce laps de temps, comme nous l'a confirmé le professeur Dumézil, qui, je rappelle, ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire et membre de l'Institut universitaire de France, professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université, et dont les travaux portent sur le haut Moyen-Âge occidental, à travers l'histoire des migrations, des réseaux sociaux et du personnel dirigeant. Je cite, « Notre imagerie est, pour l'essentiel, née au XIXe siècle. Avec un talent extraordinaire, les peintres d'histoire ont alors figé des scènes que jusque-là, seule l'Église et plus rarement la monarchie avaient représentées. À l'époque de Louis-Philippe, 1773-1850, donc historiquement récemment, Clovis s'est imposé comme le héros qui constitue la nation. Un peu germain et un peu romain, encore barbare mais déjà chrétien, venu d'ailleurs mais appelé à rester sur le sol gaulois, il incarne la France éternelle. Ces images et ces mythes ont la vie dure. Les manuels scolaires les ont reproduits à l'envi. Encore aujourd'hui, les peintures commandées par Louis-Philippe servent de toile de fond aux émissions historiques. Autrement dit, avant la transition 18e-19e siècle, non seulement une grande partie du passé européen avait disparu ou était mythifié, et de plus les peintres du 19e siècle créeront l'imagerie de l'histoire passée. Et pour parfaire les interrogations, pour ne pas dire les incompréhensions, comme on vient de le voir, à part pour l'enclave Portrait du Fayoum, sinon, pour la peinture, ça reste un art technique très pauvre. Donc nous voici arrivés jusqu'au 9e siècle, et ensuite, le must que l'on ait à proposer, ce sera le 12e siècle, et les tapisseries de Bayeux. En voici deux représentations, incompréhensibles même, face aux tapisseries de l'Égypte antique. Et évidemment, ça dépasse l'entendement avec le Fayoum du 1er siècle. Reprenons le linéaire chronologiquement à partir de l'art byzantin qui succède à l'art paléo-chrétien afin d'apporter des sources et des références à ce que je viens de dire. Je cite la vidéo « L'art médiéval » qui nous propose un retracé académique de cette longue époque. Donc l'art byzantin n'est pas une passion de collectionneur privé, mais il est commandé par l'Église et l'État dans un but politico-religieux. D'ailleurs, dans la basilique Sainte-Sophie, on peut vérifier que ce sont des têtes d'empereurs qui ornent les scènes religieuses. De fait, les moyens financiers pour le monde artistique, qui est le système médiatique de l'époque, dans une population où plus de 95% des personnes ne savent ni lire ni écrire, ces moyens financiers sont monumentaux et l'ampleur de l'information, pour ne pas dire la propagande, est omniprésente. Il nous en reste l'architecture, les enluminures, les icônes, les peintures et fresques, ainsi que tout un tas d'objets. En résumé, l'art byzantin est un art impérial, né des divisions de l'église chrétienne, de l'arianisme, de l'évêque Arius, à l'orthodoxie du concile de Nicée, tout cela à partir du IVe siècle. En Europe, c'est le christianisme du concile de Nicée qui l'emportera par les différentes migrations et invasions. Après 476, donc la fin de l'Empire romain d'Occident, c'est l'Orient qui héritera de l'Empire de l'Église. Justinien sera à la base de la pentarchie ou pentarchie, qui est la division de l'Empire en 5 grandes églises. Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Rome refusant la séparation, l'accentuation va s'amplifier entre le christianisme d'Occident et celui d'Orient, et en 1054, c'est le schisme, la grande séparation entre catholiques et orthodoxes. Mais il n'empêche que l'art byzantin est officiellement considéré comme inspiré par l'art grec et romain. Alors que dans les faits, sculpture grecque et sculpture byzantine, pour moi, l'inspiration n'est pas flagrante. Mais officiellement, ce détail est juste dû à une baisse des techniques des artistes. Bon, bah ok. Puis d'un coup, c'est le réveil en Europe. Non seulement le réveil, mais quel réveil! Et en Italie, évidemment, le pays de Rome. Alors attention, inventaire des peintres de la Renaissance italienne. Botticelli, Michel-Ange, Raphaël, Giotto, Titien, Della Francesca, Masaccio, Fra Angelico, Vasari, Fra Filippo, Mantegna, Uccello, le Péruguin ou le Pérugin, je sais pas, Bellini, Ghirlandaio, Donatello, Del Verrocchio, Giorgione, le Caravage, le Tintoret, Pontormo, Veronese, Martini de Messine, Lorenzetti, Alberti, Di Bononicenia, da Panicale, Bronzino, Le Corrège, Cimabue, Lippi, Framente, Fra Bartolomeo, Penturicchio, Polaiuolo, Signorelli, Gozzoli, Fiorentino, Carpaccio, Parmigianino, Del Sarto, Veneziano, Del Castagno, Lotto, Pizzanello, Di Casimo, Crivelli, Romain, Bellini, Luini.
Vous avez vu la brochette de peintre que ça fait et les techniques de chacun, et tout ça juste pendant la Renaissance, et que pour l'Italie, et que les plus connus, et sans même citer Da Vinci et bien d'autres. Alors que ça faisait 600 ans, depuis le 8e siècle, que plus rien ne se faisait, ou alors style tapisserie de Bayeux, et là, boum, c'est l'explosion. Vous y croyez, vous? Enfin, c'est une façon de parler quand je dis ça. On y croit, puisque c'est comme ça qu'on nous l'a appris. Et s'il n'y avait que pour la peinture? Mais regardez l'architecture et la sculpture. C'est tout de même épatant, tous ces gens qui retrouvent les savoirs grecs et romains entre 1500 ans à 2000 ans plus tard. Je dis ça parce que lorsque l'on voit les statues grecques et romaines, qui remontent pour les premières minimum au 7e siècle avant Jésus-Christ, on se dit quelle maîtrise de la représentation du corps humain et du mouvement, comparativement à ce que l'on dessine, peint ou tapisse entre le 5e siècle et le 12e siècle. D'ailleurs, alors que la dissection du corps humain n'a été permise qu'à partir du 13e siècle, comment expliquer une telle précision dans la connaissance du corps? Tout comme comment expliquer les disparitions de peintures et des fresques et non pas celles des statues. Alors que l'ordre de l'Église, comme on l'a vu entre le 5e et le 8e siècle, c'était clair, tout doit disparaître. Et franchement, une statue d'1,80 m, sans parler des statues géantes comprises entre 5 à 30 mètres, ça ne passe pas inaperçu, comparativement à un tableau. De la même façon, quelle chance que la science des bâtisseurs nous permette de visionner leur architecture, comparativement aux œuvres de ces derniers siècles qui ont bien du mal à dépasser les 100 à 150 ans. Et je ne parle pas des pyramides, des ruines de Pumapunku ou autres murailles de Chine qui, eux, pour certains de ces monuments, se comptent en millénaires. Ne serait-ce que pour le Panthéon de Rome. De se dire que les bâtisseurs du début du IIe siècle avaient réussi une telle prouesse de restauration qui permet que 2000 ans plus tard, rien n'ait bougé, toujours intact, alors que son utilisation n'a jamais cessé. Vous en connaissez beaucoup, vous, des bâtiments de l'après-2e siècle qui, malgré des séismes répétés, n'ont pas bougé d'une brique sans nouvelle restauration? Sans compter que le Panthéon supporte la plus grande coupole de toute l'Antiquité, avec 150 pieds romains, soit 43,30 mètres à peu près, de diamètre à l'intérieur, ou 43,44 mètres cubes. Doublement confirmé cette info. Bernard Andreae, une référence universitaire, dans L'Art de l'ancienne Rome, 1973, et par Anna Maria Liberati, alors elle est archéologue et conservatoire au musée de la civilisation romaine à Rome, assistée de Fabio Bourbon, journaliste spécialisé dans l'archéologie, l'architecture, l'histoire de l'art et des civilisations anciennes dans La Rome antique, 1996. Coupole qui reste la plus grande du monde en béton de ciment non armé. Après presque 2 millénaires, cette construction remarquable ne présente pas de signe de faiblesse de sa structure en dépit des mutilations volontaires et des mouvements telluriques répétés. Et ça nous est confirmé par Monsieur Jean-Pierre Adam dans La construction romaine, matériaux et techniques, 1984. Et si je dis Monsieur Jean-Pierre Adam, ce n'est pas pour rien. Ce monsieur, c'est la référence des références académiques. Alors vous voyez, tous les plus grands le disent et le confirment, les Grecs et les Romains de l'Antiquité étaient des super balèzes, comme vu avec Ptolémée dans la vidéo numéro 2. Et ensuite, va savoir, on oublie tout, jusqu'au lieu d'aisance, les Vespasiennes, et on attend presque 1000 ans avant de se réveiller. Et comme on vient de le voir, pendant ce temps-là, les Byzantins assurent le suivi en attendant qu'on ait fini de jouer à la Belle au bois dormant. Et puis ensuite, à la Renaissance, on reprend le relais et les Byzantins, devenus Turcs et autres pays arabes des alentours, côté art pictural, ils s'endorment à leur tour. C'est ça l'histoire. Et tout comme on l'a constaté avec les mathématiques, l'astronomie et la géographie en visionnant Ptolémée, on le constate maintenant avec une partie de l'art, en l'occurrence la peinture, la sculpture et l'architecture. Que voulez-vous que je vous dise? Ce sont les plus grands parmi les pointures qui nous assurent que c'est comme ça que ça s'est passé. Faut se rendre à l'évidence, ainsi va l'histoire. On sait, on oublie, le savoir par ailleurs, on se réveille, le savoir revient, et l'ailleurs s'endort à son tour. Va comprendre, Charles. Alors je n'ai pas parlé de l'art de l'islam, qui lui commencera au 7e siècle et se répandra jusqu'en Espagne, même s'il y aurait beaucoup à en dire, il n'est pas lié directement au sujet des peintures anachroniques, en termes d'époque, entre le Fayoum et Pompéi, pas plus qu'au trou artistique européen entre la fin du Paléo-chrétien jusqu'à la Renaissance, même si cet art est une grande perfection technique dans ses connaissances comparativement à l'art chrétien de l'Empire d'Orient. Forcément, ils se sont côtoyés, tout comme il en est dit qu'il est d'inspiration aristotélicienne, alors je rappelle qu'Aristote c'est la Grèce antique, et pythagoricienne, encore un grec de l'Antiquité, pour ce qui est des proportions mathématiques, mais également pour ses influences musicales, Pythagore ayant également écrit un traité sur la musique. Mais c'est géographiquement logique puisque la Grèce est à la frontière, en fait, entre guillemets, entre l'Orient et l'Occident. Par contre, entre Pythagore, le 6e siècle avant Jésus-Christ, Aristote, 4 siècles avant Jésus-Christ, et l'art de l'islam qui commence au 7e siècle, une fois encore, nous avons un décalage d'environ 1000 ans. Et en 1000 ans, il s'en passe des événements et des nouveautés, non?
Je vous reposte Charles. Mais oui, c'est comme ça, mon petit Charles. Il y a également l'influence de Plotin, encore un grec, mais lui de l'Antiquité tardive, puisqu'il vécut au IIIe siècle. Lui, il influencera surtout l'art chrétien. Alors j'aime ce rapprochement officiel entre Plotin et ce type de technique picturale, car ça fleure bon l'approche des connaissances du Fayoum. J'aime bien l'officiel, en fait. Bon, stop, non, je ne suis pas là pour mes positions personnelles. Plotin a deux maîtres mots en ce qui concerne l'art. Symétrie et eurythmie. L'eurythmie, c'est l'agencement heureux et équilibré. Comme un rappel à la divine proportion du nombre d'or, pour les mathématiques, ou du nombre d'art, l'esthétique. Mais là, les discours entre Plotin et Da Vinci sont tellement semblables qu'il est difficile de savoir qui dit quoi. Un peu comme Platon, qui vécut 400 ans avant Jésus-Christ en Grèce, et Pléthon, entre le XIVe et le XVe siècle, né à Constantinople et mort à Mystra, en Grèce, et oui, ça ne s'invente pas, qui sont très superposables dans leur dire, tout comme dans leur vie. Alors en parlant de Plotin et Da Vinci, à propos de qui dit quoi, ceci est attribué à Plotin. Ceci, tout le monde connaît, c'est l'homme de Vitruve de Da Vinci. Et oui, peut-être ou peut-être pas, puisqu'il y a tout de même près de 2000 ans d'écart entre ces deux idées. Charles me demande s'il y a réellement 2000 ans, mais je ne sais pas, moi, mon petit Charles. Bon, ce coup-ci, j'arrête avec la peinture antique et médiévale, ainsi qu'avec le petit détour par la sculpture et l'architecture, puisque après la Renaissance, vers 1600, début du XVIIe, la chronologie artistique continuera de s'influencer du passé, tout en s'en émancipant chez certains, grâce ou à cause de, à chacun son choix de penser, l'influence de l'Église qui ira peu à peu à s'écarter de l'art. Ou plus exactement, en Europe, assurément, l'art s'écartera du religieux. Même si un art dédié à la religion existe toujours, bien évidemment. Je donne un petit cachet à Charles pour son mal de tête, et j'enchaîne avec un exemple de peintre contemporain pour recoller au sujet art ou arnaque. Alors en fait, c'est grâce à un post lu sur un groupe historique de réseau social, que je remercie chaleureusement, mais dont je reparlerai à la fin de la vidéo, que le personnage qui va suivre est arrivé dans cette vidéo. Alors ce peintre connu et reconnu, c'est Goya. Pas Chantal, hein, non, elle est chanteuse. Enfin bref, Francisco de Goya, le peintre que tout le monde connaît. Ce post avait pour source un article du journal Libération. Alors saviez-vous que dans la majorité des musées du monde, non seulement des copies sont exposées, ce qui peut s'entendre pour des raisons de sécurité, même s'il serait pour le moins correct et respectueux envers le public de le signaler, mais qu'également des faux, peints à la façon d'eux, sont présentés en tant qu'œuvres inédites. Ce qui n'est pas un mensonge, puisqu'effectivement, ce sont des inédits, parfaits, et non des copies d'œuvres préexistantes. Mais ces tableaux ne sont pas de l'auteur, et là en l'occurrence, ne sont pas de Goya. Alors on peut toujours jouer sur les mots en se demandant si ce sont de vrais faux ou de faux vrais, mais reconnaissons que si ça n'est pas signifié et signalé, c'est de l'arnaque. Et comme vous pourrez en prendre connaissance sur cet article, les experts reconnus et anciens universitaires titrés n'y avaient pourtant vu que du feu pendant des décennies. Maintenant, reconnaissons qu'un faussaire de talent est toujours difficile à démasquer, ce qui n'empêche pas de penser que s'il est difficile de démasquer un faussaire sur des œuvres récentes et en parfait état, que dire à propos d'œuvres datant de centaines ou milliers d'années, retrouvées dans des états régulièrement abîmés et dont nous disposons en termes de comparaison que de très peu de quantité, puisque, comme nous venons de le constater, des destructions massives ont été ordonnées au cours du temps. Alors on peut toujours se dire qu'il reste la datation du support ou des pigments de peinture pour dater, mais là je vous renvoie à ce monsieur qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors aparté sur ce monsieur. En résumé, Alois Anton Führer, 1853-1930, était un indologue allemand qui travaillait pour le service archéologique de l'Inde. Il est connu pour ses fouilles archéologiques et son grand œuvre était de réussir à prouver que Gautama Bouddha était né à Lumbini au Népal. La carrière archéologique de Führer s'est terminée en disgrâce en tant que faussaire et marchand de fausses antiquités, et il a dû démissionner de sa position en 1898. Alors, côté écrit, on lui doit, entre 1892 et 1894, en association avec Hulch et Burgess, Epigraphia India, une collection d'inscriptions supplémentaires au Corpus Inscriptionum Indicarum, Calcutta, impression gouvernementale. En 1896, la liste des tombes et monuments chrétiens d'intérêt archéologique ou historique et leur inscription dans les provinces du Nord-Ouest et Oud. Là, c'est Allahabad, presse centrale du gouvernement. En 1909, nous avons, alors là, ça va être terrible, Sri Arsakaritama Akaviyam, désolé, biographie de Banabhata, du roi Harshavardhana de Stanisvara, avec le commentaire de Sankara, Sanketa, texte et commentaires avec note critique. Bombay, presse centrale du gouvernement. En 1897, monographie sur le lieu de naissance de Bouddha Sakyamuni dans le Taré népalais.
Allahabad, presse centrale du gouvernement. Bon, de l'officiel et du sérieux reconnu par les provinces indiennes et le gouvernement central du pays. Sans compter que ce notable de l'histoire inspira d'autres chercheurs qui reprirent ses travaux en référence dans leur parution officielle, comme mentionné dans les références au bas de la page qui lui est consacrée. Donc Führer arrive en Inde en 1885 et à son arrivée, il est nommé conservateur du musée provincial de Lucknow, capitale de l'État de l'Uttar Pradesh. Impressionné par son travail, son patron demande qu'un emploi lui soit trouvé à l'Archaeological Survey of India. Führer obtient donc une double nomination, l'une en tant que conservateur du musée et l'autre comme archéologue pour les provinces du nord-ouest de l'Inde. En 1896, il obtient du gouvernement des provinces du Nord-Ouest et du gouvernement de l'Inde l'autorisation de mener une expédition archéologique au Népal. Accompagné par le gouverneur du Népal, le général Khadga Shamsher, Führer découvre le pilier d'Ashoka, sur lequel il découvre une inscription qui, de concert avec d'autres éléments de preuve, en ferait le lieu de naissance de Bouddha. Cette découverte ne sera contestée que 112 ans plus tard, en 2008, par l'écrivain britannique Charles Allen, mais cette contestation n'a pas été validée. Alors sa carrière archéologique prendra fin avec sa disgrâce. Sous les instructions officielles du gouvernement indien, Führer est relevé de ses fonctions en septembre 1898 lorsqu'il fut obligé d'admettre que dans ses publications concernant le sanskrit, l'ancienne langue de l'Inde, je cite, « Tout énoncé dans le rapport est absolument faux ». Il est intéressant de noter qu'il était prêtre catholique. Et oui, l'Église n'est jamais très loin. Puis en 1887, il se convertit à l'anglicanisme. À la suite de la perte de ses fonctions en Inde, Führer envisage de devenir moine bouddhiste. Citant le Ceylan Standard, le journal de la Mahabodhi Society, il est noté que beaucoup d'intérêt s'est créé dans le cercle bouddhiste par la perspective que le docteur Führer vienne à Ceylan pour rejoindre la prêtrise bouddhiste. La presse avait révélé de grands soupçons contre sa personne. Nous comprenons que le docteur Führer aura l'occasion de réfuter ces accusations portées contre lui avant qu'il soit accepté par les principaux bouddhistes ici comme un représentant de la religion de Bouddha. Mais ces plans chez les bouddhistes échoueront car en 1901, Führer se reconvertit à l'église catholique chrétienne de Suisse. Alors comme quoi, prêtre chrétien de différentes obédiences, puis aspirant à la prêtrise bouddhiste, indologue, conservateur, archéologue, tout cela n'empêche pas d'être faussaire et de passer au travers des outils de datation, et marchand de plus de fausses antiquités. Alors bien sûr, ce monsieur n'est qu'un exemple, mais malheureusement, il n'est pas l'exception qui confirme la règle. En cherchant un peu, vous rencontrerez de nombreux personnages au parcours plus que malencontreux. Ego, argent, position sociale, etc. Ce ne sont pas les motifs qui manquent dans le monde du faux, comme dans le reste du monde d'ailleurs. Mais, comme quoi, à qui se fier quand tant les religieux que les gouvernementaux et les experts, comme nous venons de le constater, sont arnaqués ou se font arnaqueurs. Et oui, ce n'est pas si simple de se repérer et de faire confiance. Alors je reviens à mon article. En conclusion, il est fait mention que les mêmes avis des plus grands connaisseurs, entre guillemets, restent tout de même des fois pas forcément fiables. Et je ne m'aventurerai même pas dans la corruption qui doit être fort tentante étant donné la valeur du point, c'est-à-dire la cote de l'artiste, ce qui aide à déterminer la base du prix de ses œuvres. Pour ce qui est des faussaires, maintenant qu'il est su et reconnu que Goya signait en quasi microscopique son nom sur certaines parties de ses sujets, il va devenir de plus en plus difficile d'assurer l'authenticité de nouvelles découvertes. Je n'ai parlé que de Goya et d'un article, mais même en ne tapant que faux Goya sur votre moteur de recherche, vous pourrez rapidement retrouver d'autres infos et même d'autres pointures de la peinture telles que Modigliani ou encore le Greco, comme vous pouvez le lire sur cette image. Et bien évidemment, je vous laisse apprécier par vous-même la foultitude d'articles qui existent et qui sont consacrés au faux. Si vous préférez écouter plutôt que lire, France Culture s'en donne à cœur joie pendant 1 heure. En suivant ce titre, Faussaires, mais vrais artistes, histoire du faux en peinture, vous apprécierez à quel point le marché peut être saturé. D'ailleurs, on peut se demander si sur le marché de l'art, il n'y aurait pas plus de copies se faisant passer pour des vrais que de vrais. Enfin, pour ceux qui préfèrent l'audiovisuel, il existe également les films et les documentaires, et là non plus, ça ne manque pas d'heures de visionnage. Bref, avec tout ça, il y a de quoi bien remplir ses soirées. Tiens, Charles me dit qu'il est dégoûté et préfère repartir se coucher. Pauvre Charles, il vient de tomber de son arbre. En parlant d'arbres, j'effectue ma transition. Arbre, nature, saison. Et c'est comme ça que je vous emmène chez un musicien de renom. Juste un, pour le fun. Un classique. Peut-être un classique. Car il est possible qu'à la place de création, il faille parler de reconstruction. Ça, vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu au moins une fois dans votre vie, puisque ça passe partout. Du simple magasin de quartier au documentaire artistique ou historique, c'est ce que l'on nomme un incontournable. Ce sont quelques secondes de l'introduction du printemps des 4 saisons de Vivaldi. Vous avez compris? L'arbre, printemps, oui, bon d'accord, j'arrête. Et pour nombre d'entre nous,
De suite, on visualise le Versailles, époque Louis XIV ou quelque chose de genre. Normal, on a été habitué à ce type d'association. Et c'est là que ça devient intéressant en ce qui concerne une autre forme d'arnaque. Car que savons-nous officiellement de ce musicien connu et reconnu? Alors, on connaît et reconnaît sa musique, mais lui, eh bien, quitte à vous surprendre, jusqu'à très récemment, on n'en connaissait pas grand-chose, pour ne pas dire quasi rien. Aujourd'hui, on peut lire sur sa page Wikipédia que Vivaldi a été l'un des virtuoses du violon les plus célèbres et les plus admirés de son temps. Je cite, « incomparable virtuose du violon selon un témoignage contemporain ». Selon Sophie Rougol dans Antonio Vivaldi, Arles, Actes Sud, collection Classica 2005. Alors autrement dit, Madame Rougol, l'une des grandes spécialistes de la musique, voyez sa fiche, et écrivaine d'un spécial Antonio Vivaldi, a comme preuve document d'époque, entre guillemets, à propos de la virtuosité de Vivaldi, un simple « selon un témoignage contemporain ». Pas de nom, pas de date. Ça peut surprendre, non? Ensuite, il nous est dit, il est également reconnu comme l'un des plus importants compositeurs de la période baroque en tant qu'initiateur principal du concerto de soliste, genre dérivé du concerto grosso. Son influence en Italie, comme dans toute l'Europe, a été considérable et peut se mesurer au fait que Bach a adapté et transcrit plus d'œuvres de Vivaldi que de n'importe quel autre musicien. Alors là, on apprend qu'il est reconnu comme l'un des plus grands importants compositeurs, mais par qui? Toujours aucune référence, pas de nom. De plus, à cette époque, Venise, sa ville de naissance en 1678, et là où il vit, ne fait pas partie de l'Italie. Non, Venise, c'est une république. À cette époque, un Vénitien, c'est un Vénitien, pas un Italien. Pour ça, il faudra attendre le 19e siècle, soit au moins 150 ans plus tard. Et on enfonce le clou en apprenant que c'est grâce à Bach, alors excusez-moi, je risque de dire Bach très souvent parce que je l'ai appris comme ça. Donc Bach, qui l'a adapté, qu'on peut mesurer son influence. Donc, vous comprenez bien, comme moi, c'est parce que Bach l'a adapté que son influence est considérable. Nous sommes bien d'accord, ce n'est pas lui, mais Bach qui rend célèbre sa musique. Et entre Vivaldi et Bach, il n'y a que 7 ans d'écart. Ils sont totalement contemporains. Donc, a priori, si l'un et l'autre étaient reconnus, pas besoin que l'un adapte l'autre pour qu'il se fasse un nom. Sans compter qu'être adapté ne signifie pas être joué par, mais bien modifié par. Alors, rien qu'avec ces débuts d'infos, on peut déjà mesurer 3 faits. Premièrement, s'il avait été aussi célèbre qu'on le dit, on ne l'aurait pas pris pour un Italien. Personne ne dirait aujourd'hui que les Beatles sont irlandais ou Bob Marley cubain. Deuxièmement, si témoignage il y a sur Vivaldi et ou sa musique, c'est du oui-dire puisqu'il n'y a personne à citer. La formule de la spécialiste du maître étant « selon un témoignage contemporain ». Troisièmement, Vivaldi est plus reconnu en tant que lui-même aujourd'hui qu'à son époque, puisque c'est grâce à la mesure de la reconnaissance par l'adaptation de Bach que l'on nous parle de la notoriété de Vivaldi au XVIIe, XVIIIe siècle. On continue. Son activité s'est exercée dans les domaines de la musique instrumentale, particulièrement au violon, mais également dédiée à une exceptionnelle variété d'instruments, de la musique religieuse et de la musique lyrique. Elle a donné lieu à la création d'un nombre considérable de concertos, sonates, opéras, pièces religieuses. Prêtre catholique, sa chevelure rousse le fit surnommer Il Prete Rosso, le prêtre roux. Sobriquet peut être plus connu à Venise que son véritable nom, ainsi que le rapporte Goldoni, auteur dramatique vénitien, dans ses mémoires. Alors une fois encore, il nous est confirmé, et malgré qu'on lui prête une activité exceptionnelle de par le nombre d'instruments pratiqués, que par les styles musicaux et les genres musicaux maîtrisés, que ce que retient de lui un Vénitien contemporain dans ses mémoires, c'est qu'il était prêtre et roux, d'où son surnom. Autrement dit, ce musicien incontournable, qui maîtrise autant les instruments que les styles et les genres musicaux, et qui est donné comme le génie de son époque, est reconnu par tous, est plus connu dans Venise par son sobriquet que par son nom. Une fois encore, je vous demande si lorsque les gens croisent Paul McCartney en Angleterre, ils se disent « Tiens, Paul le végétarien !» ou « C'est un des Beatles !» Tout comme imaginer un Jamaïcain croisant Bob Marley et rentrer chez lui en disant « Je viens de croiser le Rasta aux dreadlocks !» C'est moi qui m'avance ou le nom de Vivaldi et la musique de Vivaldi sont plus reconnus aujourd'hui plutôt qu'à son époque et que l'on essaie de nous faire avaler une savonnette en nous disant qu'il a été reconnu pour lui-même et par sa valeur dès la fin du XVIIe siècle. En fait, je me demande si, à son époque, ce qui est nommé comme étant son influence musicale n'est pas juste dû au fait qu'il fut adapté par Bach. Un point, c'est tout. Dans ce cas, Vivaldi ne serait pas le grand musicien de son époque, tel qu'il nous est habituellement décrit, mais une redécouverte et peut-être même une découverte tardive. On va voir ce que nous dit la suite. Comme ce fut le cas pour de nombreux compositeurs du XVIIIe siècle, sa musique, de même que son nom, furent vite oubliées après sa mort. Elle ne devait retrouver un certain intérêt auprès des érudits qu'au XIXe siècle, à la faveur de la redécouverte de Jean-Sébastien Bach.
Cependant, sa véritable renaissance eut lieu pendant la première moitié du XXe siècle grâce aux travaux d'érudits ou musicologues tels Arnold Schering ou Alberto Gentili, à l'implication de musiciens tels Marc Pincherle, Olga Rugge, Angelo Ebcrignan, Gianfrancesco Malipiero ou Alfredo Cazzelia, et à l'enthousiasme d'amateurs éclairés comme Ezra Pound. Aujourd'hui, certaines de ses œuvres instrumentales, notamment les 4 concertos connus sous le titre Les 4 saisons, comptent parmi les plus populaires du répertoire classique. Alors, dites-moi si Mozart et Beethoven, tous deux du XVIIIe siècle également, furent oubliés tant dans leur nom que leur musique après leur mort. Donc, premier argument de cette partie, irrecevable. Seconde phrase, une fois de plus, il nous est dit que c'est grâce à Bach qu'au XIXe siècle, un certain intérêt, alors ça c'est une formule polie, employée par une personne bien élevée, pour vous dire « Ah oui, c'est vrai, maintenant que t'en parles, ça me rappelle vaguement quelque chose ton truc là. » Et enfin, troisième phrase, et oui, c'est au XXe siècle qu'on découvrit Vivaldi. Donc arrêtez de nous faire croire que l'Europe était en extase à la fin du XVIIe siècle devant Vivaldi, parce que vous savez quoi? C'est faux, c'est une arnaque. Vivaldi est reconnu pour sa musique et par son nom au tout début de la seconde partie du XXe siècle. Point. Mais si c'était le seul, jetez un coup d'œil sur la vie de l'œuvre de Lully. Vérifiez, c'est du quasi similaire. Et tant d'autres sont dans le même cas. Ça y est, Charles s'est réveillé il y a quelques minutes, et le voilà qui tourne autour de moi en levant les bras et en me demandant « Mais pourquoi? Pourquoi on ferait ça? C'est quoi l'intérêt de dire que ces mecs étaient célèbres il y a longtemps s'ils ne l'étaient pas ?» Mon pauvre Charles, je vais te faire mal. Je suis désolé. Imagine que toi, tu te sentes une âme de compositeur et que tu mettes tout ton cœur à écrire une œuvre. Ou alors imagine juste que tu sois doué pour la composition, mais que tu sois un peu filou et surtout très fauché, pas le sou en poche. Dans un cas comme dans l'autre, si personne ne veut te signer, te publier, un mec comme Vivaldi, qui comme on l'a dit, maîtrise plein d'instruments, plein de styles et plein de genres musicaux, si tu arrives à faire croire que ce que tu as écrit c'est de lui, bah bingo! Dans le premier cas, celui qui a une âme de compositeur, il pourra entendre son œuvre interprétée par les plus grands musiciens et dans les meilleures conditions acoustiques, et il sera enregistré, gravé à vie. Le top même, si ce n'est pas son nom qui apparaît. Et qui sait, peut-être qu'un jour il osera avouer, dire et prouver que telle œuvre est de lui. Et quant au deuxième, le filou, lui il se dit « J'ai un don, j'en profite et je me fais de la maille, et de toute façon, connu ou pas connu, tant que t'as du fric, la vie est belle. » Charles est toujours interrogateur. Il me fixe et me lance sur un ton provocateur autant que soupçonneux. Ouais, bah vas-y, prouve-le. Bon, pour commencer, 17e, 18e et 19e, 3 siècles, 300 ans d'histoire où les correspondances écrites ainsi que les livres sont nombreux, pour ne pas dire incalculables. Vivaldi est soi-disant connu et reconnu dans toute l'Europe, et qui en parle? Qui en fait référence? Je cite. La vie de Vivaldi est mal connue car aucun biographe sérieux avant le XXe siècle ne s'est préoccupé de la retracer. On s'appuie donc sur de rares témoignages directs, ceux du président de Brosse, du dramaturge Carlo Goldoni, de l'architecte allemand Johann Friedrich von Offenbach, qui rencontrèrent le musicien, et sur les quelques écrits de sa main et sur les documents de toute nature retrouvés dans divers fonds d'archives en Italie et à l'étranger. Pour donner 2 exemples concrets, ce n'est qu'en 1938 que Rodolfo Gaio a pu déterminer avec exactitude la date de son décès portée sur l'acte retrouvé à Vienne. La référence c'est Michael Talbot, qui est musicologue et compositeur britannique dans Antonio Vivaldi, une biographie. Je vous passe le Stuttgart Deutsch, etc. Je l'écris, comme ça je suis sûr que la prononciation ne sera pas délirante. Et en 62, Éric Paul, celle de sa naissance par l'identification de son acte de baptême. La date de 1678, qu'on supposait auparavant, n'était jusqu'alors qu'une estimation de Marc Pincherle, musicologue et critique musical dans Vivaldi, Amour de la musique, Le bon plaisir, librairie Plon, basée sur les étapes connues de son parcours ecclésiastique. Donc a priori, il est plus connu comme prêtre que comme musicien, et pourtant l'Église aussi a ses écrivains, mais aucun n'a parlé de Vivaldi, qui pourtant a écrit de la musique religieuse, et pas qu'un peu. Je continue. Il en résulte que de nombreuses lacunes et imprécisions entachent encore sa biographie et que se poursuivent les travaux de recherche. Certaines périodes de sa vie demeurent complètement obscures, de même que ses nombreux voyages entrepris ou supposés dans la péninsule italienne et à l'étranger. Alors comme pour Ptolémée, la vidéo numéro 2, les mots lacune, imprécision, recherche, obscur, supposé prouvent à eux seuls que je n'ai rien à ajouter en commentaire. On continue. Cela est également vrai pour la connaissance de son œuvre, et l'on continue encore à retrouver des ouvrages de sa composition que l'on croyait perdus ou qui demeuraient inconnus, tel l'opéra Agrippo, retrouvé en 2006 à Ratisbonne, en Allemagne. Alors il nous est quand même dit qu'on continue de retrouver des œuvres inconnues, dont un opéra en Allemagne. Ok. L'un des créateurs de la forme du concerto, on a
que ça en écrit sur ce monsieur. Et il faut attendre le XXe siècle et le hasard de découverte pour connaître son œuvre totalement oubliée et perdue durant plus de 2 siècles et demi, dont un opéra égaré en Allemagne. Et encore sans la redécouverte de Bach au XIXe siècle, pas dit que les musicologues se seraient penchés sur le cas de Vivaldi, et par voie de conséquence auraient retrouvé des traces de Vivaldi. Là, j'avoue, j'ai pas mieux. Allez, une petite cerise sur le gâteau. En septembre 1939, une grande série de concerts tenus à Sienne, le Vivaldi Week, organisé par le compositeur italien Antonio Casella et le poète Ezra Pound, extirpa Vivaldi de l'anonymat. Mais c'est surtout lors de la rétrospective Vivaldi, donnée à Londres lors du Royal Festival Hall en 1951, que le prêtre roux devait-il atteindre son statut actuel de compositeur universel de génie égalant les Mozart, Bach et Handel. Et depuis, reconnaissons qu'il est difficile de se passer de Vivaldi. C'est l'un des classiques les plus populaires. Mais bon, il aura fallu attendre. Hein. Alors donc, pour info, cet homme tombé dans l'oubli a tout de même à son actif, en tout cas officiellement, au moins 811 œuvres, depuis la dernière découverte de 2010, d'un concerto pour flûte, dont rien de moins que 94 opéras, 50 retrouvés grâce au ciel, plus de 500 concertos et 98 sonates. Pourtant, on peut dire qu'il a été productif, le prêtre roux. Alors voilà, je pense que je ne peux pas en dire beaucoup plus sans devenir totalement subjectif. Quant à toi, mon petit Charles, pense ce que tu veux, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, avant d'en terminer avec Vivaldi, je voudrais remercier et lancer un appel à un follower d'un groupe historique dont je n'ai pas retrouvé le post, ne sachant plus sur quel groupe il l'avait posté. C'est grâce à lui que j'ai enrichi la piste Vivaldi, comme celle de Goya dont j'ai parlé tout à l'heure, car j'avais pris des notes sur son post. Alors, si tu te reconnais, s'il te plaît, fais-moi le savoir, car ça m'ennuie énormément de ne pas rendre à César ce qui t'appartient. C'est également toi qui avais fait remarquer que Saint-Preux, en 1969, avait écrit Concerto pour une voix, que de nombreuses personnes imaginent avoir été composé entre le XVIIe et le XIXe siècle, puis réadapté. Il est vrai que cet exemple en dit long. Et je crois me souvenir qu'en fin de publication, tu avais fait remarquer que Giovanni Giocondo a pratiquement la même biographie que Leonardo da Vinci, et que le poète Rumi, gros influenceur du soufisme depuis le XIIIe siècle, n'avait été découvert en Occident que dans les années 1970. Donc si tu m'entends et que tu te reconnais, ou si quelqu'un te reconnaît, je te dois au moins un apéro, alors manifeste-toi, s'il te plaît. Oh, voilà qu'en criant, je remue et je prends conscience que je m'étais assoupi. Tiens, le lapin est là, il me fixe, un regard amusé, légèrement moqueur. Au bout de quelques secondes, il me lâche. Alors, il était bien ce rêve? Ou alors, c'est maintenant que tu rêves? Dans tous les cas, c'est énervant et décevant, de se demander jusqu'où va l'arnaque et depuis quand elle dure. Il retrouve son museau, fait demi-tour et repart vers le fond du terrier. J'entends sa voix comme un écho qui me dit « Allez, bouge! Nous ne sommes qu'au début du voyage !»